En 1919, Adolf Hitler s'installe à Munich. Il a 30 ans et vient de vivre, comme la plupart des hommes de son âge, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le conflit d'une ampleur et d'une violence inouïe a traumatisé l'Europe. Le continent a besoin de stabilité. Une idée se répand alors comme une traînée de poudre chez les Allemands. Il faut un homme fort pour reprendre en main le pays. Cette attente d'un commandement fort, elle est générale dans toute l'Europe. Sur l'idée qu'on aurait besoin d'organiser les masses et que pour ça, il faut quelqu'un qui sache le faire et le faire d'une manière forte, dominante. Avec 4 ans où en fait 73 millions de soldats européens sont habitués à répondre aux ordres, il va y avoir une gigantesque leçon d'autorité avec la Première Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne est clairement le pays où la culture démocratique, parlementaire et pluraliste n'est pas le plus ancrée. Traumatisés par 4 ans de guerre et une défaite humiliante, les Allemands banalisent la violence. Les attentats politiques se multiplient. Entre 1919 et 1922, on en dénombre 376 dans le pays. Violence was seen in a positive light as something that could be productive, that could be a positive experience for those involved. And this grew out of the experience of the First World War. Fruit de cette atmosphère explosive, le jeune Adolf Hitler commence à développer certaines obsessions. Il est pris de haines irrationnelles, persuadé que les Juifs sont la cause du mal allemand. Couplé à son orgueil démesuré, ses délires de persécution semblent indiquer qu'il souffre d'un trouble psychique, la paranoïa. En 1919, il intègre le Parti ouvrier allemand. Il est remarqué pour la virulence de ses discours antisémites, anti-bolcheviques et nationalistes qu'il tient dans les brasseries de Munich. That's where politics is taking place. It's big set-piece talks, speeches in Munich beer halls, and very often he's speaking to an audience which is more or less hostile, because he can have people who are there from the socialist left, from the communists, and there's no sitting and just listening to a rival message. They shout him down, they heckle, they throw the beer glasses. On peut prendre l'exemple de la réunion du 4 novembre 1921, où il y a plus d'une vingtaine de coups de feu qui sont tirés. Dans ces moments-là où la bagarre commence, il reste sur scène, il continue à parler. More than one occasion, Hitler physically intervened himself and beat people up who attempted to beat him up. En 1920, le parti est renommé NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Charismatique, Hitler s'impose comme l'orateur principal. Pour lui, dominer l'arène politique, c'est littéralement écraser ses ennemis. Alors, comme tout bon chef de bande, il s'entoure d'une centaine de gros bras. L'imagerie nazie est balbutiante et les croix gammées sont peintes à la hâte sur de vieux casques militaires. Les premiers nazis assurent une mission plutôt simple, mater l'opposition, mais aussi la police et l'armée lors de manifestations non autorisées. Il va créer un groupe paramilitaire qui s'appelle les sections d'assaut, Sturmabteilung, qui est le service d'ordre des meetings du parti. This is why the Sturmabteilung was formed. It's initially hall protection, to make sure that Hitler can make his speeches in those beer halls and be safe. Les gros bras sont là pour faire régner l'ordre dans l'imaginaire nazi, c'est-à-dire tout simplement casser la figure, voire tuer les opposants politiques, communistes, socialistes, etc., etc. Violence is the way we come to power. The nature of Hitler's rise to power is one of violence, and he uses violence in order to achieve his aim. Plus connue sous l'acronyme SA, la Sturmabteilung rassemble de nombreux vétérans de la Grande Guerre déçus par la République de Weimar. Autour d'eux, des déclassés, des marginaux ou des chômeurs recrutés dans les classes populaires. La SA est l'instrument de la violence nazie, ces fameuses chemises brunes. La SA est d'abord une force militante brutale, et puis en 1923, c'est véritablement une force paramilitaire. Face à ce déploiement de force, les autres partis réagissent. Tous les partis politiques, de toutes les sensibilités, se dotent d'associations d'anciens combattants et d'associations paramilitaires qui, concrètement, font le coup de poing dans la rue contre les
adversaires politiques qui ne sont plus des adversaires, mais qui sont des ennemis. Dans une violente escalade, l'ASA se renforce terriblement en seulement quelques années. Mais plus elle grossit, plus elle s'éloigne de son premier rôle, protéger Hitler. Et ça, est à la fois une organisation trop nombreuse, pas forcément contrôlée directement par Hitler, ce n'est donc pas une garde rapprochée qui accompagne Hitler personnellement. Par conséquent, il faut, en plus de l'ASA, il faut bien un petit cercle d'hommes de confiance là, susceptibles d'assurer sa protection directe. So as the SA grew and expanded its membership, there were question marks over the potential loyalty of some of those members. So they create the SS as a small group within the SA. And those are a small group of people. Hitler's known them for a long time. He knows they're absolutely loyal to him. Adolf Hitler montre déjà les premiers signes d'une paranoïa grandissante. Pour sa garde rapprochée, il ne donne sa confiance qu'à des hommes qu'il connaît intimement, 5 anciens compagnons de tranchée, des hommes violents qui n'ont pas peur de se salir les mains. Hitler's first bodyguards are not professionals. It's an old boy network. It's people that he likes and trusts because they're all in it together. They belong to that same political milieu in early 1920s Munich. So it's a real both political and personal loyalty. C'est tous des anciens combattants. Je pense que c'est le point fondamental, c'est qu'ils peuvent être alcooliques, violents, ils peuvent même parfois prendre des libertés avec la doctrine nationale-socialiste. There are a varied selection of petty criminals, pimps, bully boys. Il y a Ulrich Graf, cet ancien lutteur toujours prêt à en découdre. Christian Weber, un escroc à la fois revendeur de chevaux et maquereau. Ou bien encore le jeune Émile Maurice. Emil Morris was a rather strange character. He was a watchmaker in civilian life. He too had been in the Freikorps and had come up with these early street-brawling Nazis. He's an example of many of these kind of people, these kind of losers in life who've, you know, they've all lost out through World War I. Some have been injured, they can't find jobs. Some have lost their jobs because they've been involved with the Nazis, for example. And so they gravitate more and more strongly to this strong leader, this Führer, who will lead Germany out of this chaos. Pour Hitler, une seule chose compte, le dévouement inconditionnel à sa personne. He believed these men loved him, I think, and would follow him to the, through the gates of hell if necessary. There was no question of their loyalty. They were the only officers who were armed in Hitler's presence at all times. En 1923, après un putsch raté et 1 an de prison, Hitler s'empare définitivement du parti nazi. Alors, en 1925, malgré les milices déjà existantes, Hitler crée une nouvelle force de sécurité, la Schutzstaffel, les tristement célèbres SS. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de le protéger, mais aussi de créer une sorte d'aura mythologique autour de lui. Hitler est fasciné par l'Empire romain, il est fasciné par la Rome antique. Et il a l'idée de se doter, au-delà de la SA, d'une milice qui lui soit propre, qui soit attachée à sa personne, et qui soit au fond comme une sorte de garde prétorienne, c'est-à-dire attachée uniquement à sa personne, de la même manière que les empereurs romains avaient leurs soldats légionnaires triés sur le volet, qui avaient prêté serment à la personne de l'empereur et qui protégeaient absolument et n'obéissaient qu'à lui. And the motto of the SS is "My honor is loyalty," and this is loyalty to Hitler. So that's very central to the ethos of the SS at that time. Pour ce nouveau corps d'élite, on sélectionne 10 militants dans chaque cellule locale du parti, en désignant les plus fiables. Au départ, la SS compte donc 280 hommes. The SA is a vast working class organization of troublemakers. The SS from the very beginning is essentially a middle class, more educated organization. Membership of the SS is quite strictly controlled. You have to have Aryan, so German ancestry provable back to 1800, for example. They have a height limit, so you had to be above a certain height. So you have to be free of hereditary diseases. So again, they're kind of quite strict, almost biological criteria. Malgré ces démonstrations de force, Hitler tarde à s'imposer sur l'échiquier politique allemand.
Mais tout va changer au tournant des années 30. En 1929, l'économie mondiale s'effondre et l'Allemagne replonge dans la misère. Sur ce terreau fertile, le parti nazi prospère et la violence reprend de plus belle dans le pays. Au mois de juillet de cette année-là, vous avez une centaine de morts politiques en Allemagne. Il y a des niveaux d'affrontement dont l'intensité évoque une atmosphère de guerre civile. Un contexte idéal pour Hitler et son parti taillé pour les rapports de force. Protégé par sa dangereuse SS, il se lance dans une campagne agressive pour les élections législatives de 1932. He's travelling right across the country. He's travelling by air. He's maybe making 5 speeches in a day. And this is increasing the degree of risk that he's exposing himself. Une prise de risque payante. À coup d'intrigues politiques, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier de la République de Weimar. Ses ennemis réagissent immédiatement. Au cours de sa première année au pouvoir, on dénombre 10 tentatives d'assassinat. La police déjoue des complots d'attentats à la bombe et un homme armé parvient même à s'introduire dans le Berghof, la résidence d'Hitler. Le Führer n'a jamais été aussi menacé et pour couronner le tout, il n'a plus vraiment de garde rapprochée. En effet, depuis ses campagnes électorales, la SS est passée de 280 à 15 000 hommes. La SS, au début des années 30, est une formation militante qui, en réalité, n'est pas très éloignée de la SA. Les activités sont les mêmes, vente de journaux du parti nazi, organisation de réunions publiques, confrontation brutale avec les adversaires politiques du nazisme dans les rues. Ce n'est donc plus un détachement de garde rapprochée d'Hitler. Hitler n'a plus confiance. Alors, parmi les SS, il sélectionne minutieusement 120 hommes. Une élite de l'élite chargée de former un mur humain infranchissable autour de lui lors de ses parades. Une énième unité est née, la Leibstandarte SS Adolf Hitler ou LSSAH. Les films ou les photographies amplement diffusées par la presse vulgarisent l'image de ces hommes en noir extrêmement grands qui paradent devant les bâtiments officiels. Il ne s'agit donc pas seulement de protéger Hitler, mais également d'incarner le régime et sa garde rapprochée. Ces hommes prêtent un serment d'allégeance quasi religieux. Nous te jurons, Adolf Hitler, fidélité et bravoure. Nous te promettons à toi obéissance jusqu'à la mort. Aussi grandiose que paraisse cette nouvelle structure, elle révèle pourtant l'incohérence nazie. Hitler fait alors parler sa paranoïa en recrutant un vieil ami pour diriger la LSSAH, Sepp Dietrich, un homme réputé pour son incompétence parfaite en matière de sécurité. Dietrich didn't have much in the brains department. He'd been a sergeant major in the First World War, and many of that, he was promoted way above his ability. C'est quelqu'un qui ne connaît rien à la sécurité. Il n'est pas policier, il n'est pas garde du corps de profession. Et c'est à quelqu'un comme ça, qui n'est pas un professionnel de la chose, qu'on va confier la sécurité d'Hitler. Donc ça en dit long sur le degré d'improvisation, d'amateurisme aussi, de ces gens-là. On confie parallèlement le service de renseignement de la SS à quelqu'un, Reinhard Heydrich, qui ne connaît rien au renseignement. Sa seule compétence, c'est d'avoir lu des romans d'espionnage et des romans policiers. En réalité, dans le régime nazi, la répartition des rôles résulte surtout de guerres d'influence. Hitler a transformé l'Allemagne en dictature et désormais, pour s'y faire une place, il faut graviter autour de lui. Il n'y a plus de Conseil des ministres à partir de 1938. Le Parlement ne joue aucun rôle. Il y a des sessions du Reichstag, mais il s'agit là uniquement d'acclamer les discours d'Hitler. Donc, dès lors qu'il n'y a plus d'organe formel de gouvernement, c'est la personne d'Hitler qui concentre la plus large partie du pouvoir décisionnel. There's Hitler certainly at the top, and all power effectively comes from him. But at the same time, beneath that, you have this sort of swirling mass of competing individuals and competing organizations. Être près d'Hitler, assurer sa sécurité, c'est avoir un grand prestige, avoir un capital politique incontournable au sein du régime nazi et par conséquent jouer un rôle en son sein.
Une profusion d'organisations aux acronymes indifférenciables ont vu le jour depuis les débuts d'Adolf Hitler. Il y a la SA, la SS, la LSSAH, mais aussi le RSD, une unité de policiers fondée par Himmler, puis le FBK, une sous-unité SS, ou encore le Führerbegleitbataillon, qui sera créé plus tard pendant la guerre. La situation est kafkaïenne et plus personne n'y comprend rien. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce chaos administratif est encouragé par Hitler lui-même. Il va multiplier des ordres, multiplier des structures, les mettre toutes en concurrence, en espérant être assez flou pour que la meilleure solution émerge de ce capharnaüm. So he didn't have to go down the road of Stalin, for example, of executing generals every 5 minutes, or his people. He didn't do that. He just let them fight each other like dogs over the bones. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social, une relecture nazie de la théorie de l'évolution qui prône la loi du plus fort. Competition has to be a good thing between these organisations. You know, who can do it better will be the one that does it in the end. Cette pensée-là irrigue non seulement la vision de la société à l'extérieur, chaque groupe social et surtout groupe ethnique est en combat à mort les uns contre les autres, mais ça irrigue aussi la gestion même du parti. Les missions des différentes unités de sécurité se confondent et se superposent, quitte à engendrer des situations absurdes comme ce jour de 1933 où Hitler se déplace en voiture dans Berlin. His convoy realises that there's another vehicle following them when they leave. So they speed up to try and escape from this vehicle. And the vehicle sort of does its best to keep up and so on. And then later on, when they analysed what had happened and make inquiries, they realised that it was another group of bodyguards that were simply trying to do their job. So it wasn't terribly efficient the way it was done. Le dispositif est insensé et carrément démesuré. Autour de lui, Hitler dispose de centaines de milliers d'hommes, alors que son homologue anglais, Winston Churchill, se balade tranquillement, accompagné d'un policier de Scotland Yard à ses côtés. Sans compter que pour entretenir son aura, le dictateur a toujours besoin de sillonner le pays au contact direct du peuple allemand. Mais voyager, c'est s'exposer au danger. Alors, Hitler devient le premier chef d'État à se déplacer en voiture blindée. C'est assez drôle de choisir une Mercedes Compressor, qui est plutôt, si vous voulez, la voiture des mafieux, quoi. C'est le gangster américain, et Hitler va circuler avec ça. À partir de 1936, Hitler commande des Mercedes 770K spécialement modifiées. À l'exemple de ce modèle exposé au musée Henri Malâtre de Lyon. La carrosserie est renforcée de plaques d'acier de 18 mm d'épaisseur. Les vitres font 43 mm. Composées de 12 feuilles de verre trempé, elles sont indestructibles. Les deux roues de secours, placées de chaque côté du capot, ont des enjoliveurs boucliers qui protègent le moteur. Enfin, les réservoirs et les pneus sont imperforables. Une 770K blindée, ça coûte très cher. Parce qu'il y a le coût des matériaux, on est en plein milieu de la guerre. Je vous disais qu'il y avait des plaques d'acier absolument partout. C'est pas forcément le matériau qu'on trouve le plus facilement en temps de guerre. Et c'est une voiture qui doit être intégralement fait main. Donc elle a nécessité plus de 15 mois de travail. Et c'est donc une voiture qui a coûté au total 2 millions de Deutschmark. Hitler se fait conduire à bord de ce char inattaquable. Plus de 70 ans plus tard, le véhicule est encore quasi intact. Les militaires français qui ont récupéré ce véhicule après la défaite allemande ont testé le blindage en situation réelle. La voiture porte une quarantaine d'impacts de balles. On sait que ces impacts de balles n'ont pas été faits à l'occasion d'un attentat. On imagine que ces impacts ont été faits lors de la saisie en 1945 à Berchtesgaden. On imagine que des soldats de la 2e division blindée ont dû un petit peu essayer le blindage, tester le blindage des vitres en vidant un chargeur dessus. La voiture cache encore des secrets étonnants, avec des gadgets technologiques dignes d'un James Bond.
Il y a un système d'autodestruction qu'on peut enclencher sur le tableau de bord. Donc ça, c'est pas tellement pour assurer la sécurité des gens qui sont à l'intérieur des véhicules, c'est surtout pour que le véhicule ne tombe pas entre des mains ennemies. Le secret à protéger, ce sont ces lignes de peinture rouge sur les phares. Associé à un code d'activation des feux, il diffuse une sorte de morse lumineux qui permet de passer les points de contrôle. Donc évidemment, il ne faut pas que ces voitures-là tombent entre les mains d'une personne non autorisée parce que sinon, ils pourraient rentrer comme ça, sans aucun contrôle. Toutes ces modifications augmentent considérablement le poids du véhicule. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à avoir une voiture qui reste puissante, qui est capable de pouvoir aller vite, avec un poids de 5 tonnes. Donc il faut un moteur qui soit extrêmement puissant. 5 tonnes, c'est 4 fois plus que le poids moyen de nos véhicules modernes. Et ce bolide incroyablement lourd, il faut le faire rouler. Alors, sous le capot, la Mercedes développe 400 chevaux. À l'époque, de tels moteurs sont réservés aux meilleures voitures de course. La voiture peut ainsi atteindre la vitesse maximale de 120 km/h. Véritable exploit technologique, le véhicule a pourtant un gros désavantage. In fact, if they took long journeys with several of these vehicles, they would have to take a fuel truck with them because they'd have to stop about every 10 miles to refuel them. They were so heavy. La voiture du Führer est entourée par une patrouille, le tout survolé par un avion de reconnaissance. Un arsenal sécuritaire qui semble impénétrable, mais un détail va réduire tout cela à néant. Le comportement absurde d'Hitler lui-même. But the hilarious thing is, they have all this protection, yet he drives around with the top off. Il y a l'intégration d'une petite sorte d'estrade qui permet, avec une espèce de poignée sur la droite, de pouvoir saluer dans la foule. Hitler doit réprimer sa peur d'un attentat pour ne pas entacher son image publique, celle d'un leader fort et invincible. Il aurait fait cette même procession avec une voiture fermée, mettons, pas une décapotable. Le symbole politique était complètement raté. On avait l'impression d'un dirigeant politique enfermé qui a besoin de se protéger de son peuple. Et là est toute la contradiction entre sécurité et domination charismatique. Debout et vulnérable, Hitler donne des sueurs froides aux gardes du corps nazi. Depuis 1932, Hitler quadrille le pays en avion. Il est l'un des premiers dirigeants politiques à le faire. Mais à l'époque, les voyages aériens sont chaotiques et peu sûrs. Assurer sa sécurité lorsqu'il est dans les airs est un véritable défi. Although the cabin area is very well protected with armor plate, the engines are just standard engines, and of course any Allied fighter could have shot it down. But the real protection comes from the Messerschmitt 109 fighters, which fly cover to protect the aircraft as it's flying around. Les bagages sont systématiquement fouillés plusieurs heures à l'avance. Et pour les scanner, les nazis utilisent même les premières machines à rayons X. Car ce que redoutent le plus les services de sécurité, ce sont les bombes à baromètre, des engins qui explosent à haute altitude. Before Hitler would board the plane, the aircraft would be taken up for a 15-minute flight up to maximum altitude just to see what would happen. So you can imagine those pilots had some, nerves of steel every time they took this thing up in the hope that it wasn't going to explode, get it back down, then load Hitler and everybody else on board. Hitler dispose aussi d'un gadget technologique rocambolesque, plus proche d'une bande dessinée à la Tintin que d'un grand chef d'État européen. The maddest part of Hitler's planes, which when people realize this, they will shake their heads, is the parachute seat. So the Junkers 52 and then the Condor aircraft were fitted with a special Führer escape chute. So the idea was if the plane's going down, it's been shot down, he can then strap himself into his very comfortable armchair, which has a parachute built into the back of it. He can pull a lever which fires open a trapdoor below, and then this 52, 53, 54-year-old man can somehow parachute clear of this burning Condor aircraft and get down to safety. Of course, it's totally nuts. Une fois dans son avion, Hitler semblait invulnérable. Pourtant, un résistant va tout de même tenter l'impossible.
C'est l'histoire du colonel Von Tresckow, un résistant anti-nazi qui entreprendra, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, de faire exploser l'avion d'Hitler. Et pour cela, il va dissimuler une bombe à baromètre dans une caisse de bouteilles de cognac. À Berlin, Von Tresckow demande une faveur à un ami qui voyage auprès d'Hitler, porter ce cadeau à un autre colonel à Rastenburg, en Pologne. So there's real tremendous security around Hitler's flight, which is obvious to us. But of course, the fact that this is coming from a Wehrmacht colonel and giving a package to another Wehrmacht colonel who is in the entourage, traveling with Hitler, back to Rastenburg, it effectively bypasses all of the security measures. Malheureusement, le mécanisme de la bombe s'enraye et Hitler atterrit sans encombre à Rastenburg. Tresckow had to then dispatch his adjutant, Fabian von Schlabrendorf, who went to Rastenburg very hurriedly and said, "Oh, sorry, wrong bottle," and took a genuine bottle of brandy to give to the colonel and took the other one away. Cette histoire ne sera révélée que des années après la guerre et Hitler continuera à voler en totale confiance. En septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Hitler réalise son obsession, la reconquête de l'espace vital pangermanique. Le monde entre dans la Seconde Guerre mondiale. Le Führer veut diriger ses troupes au plus près du front. Il utilise alors un train spécial comme poste de commandement avancé, le Führer Sonderzug, une véritable forteresse sur rail de 300 mètres de long, loin d'être discrète. You're going to have to use the Reichsbahn railway tracks, so you're going to have to clear the route for the Führer Express, the station. All bridges, all subways, all overpasses were guarded. So massive mobilization of troops at very short notice. And even the track itself was guarded. So every so many hundreds of yards, there would be some very bored German soldier or policeman walking backwards and forwards, making sure nobody planted a bomb beside the tracks. Le train est tiré par une locomotive blindée. Il est protégé par 2 wagons lourdement armés et un deuxième train circule en amont pour leurrer les potentiels assassins. And then at the end of it, all of the information has to be gathered up again and destroyed to make sure that nobody would know that this route has been used. This was something that was very carefully controlled. That was important information for any would-be assassin. Pour Hitler, la meilleure défense est de ne rien planifier. Personne ne doit savoir où il se rend, ni quand, ni comment. Or, son train nécessite près de 2 jours de préparation avant chaque déplacement, tant la logistique est lourde. Un véritable dilemme qui obligera Hitler à délaisser peu à peu le Führer Sonderzug. Une fois l'Europe en guerre, l'appareil nazi s'invente des espions et des assassins un peu partout. Ce qui inquiète les nazis, c'est moins les différentes résistances dans les différents pays occupés que les services spéciaux des puissances étrangères et qui sont ennemis de l'Allemagne. On redoute les agents anglais, et puis ensuite on redoute les agents soviétiques et américains. Mais Hitler se trompe. C'est au sein même du Reich que le danger gronde. Un charpentier du nom de Georg Elser va comploter seul pendant 8 mois pour mettre un terme à la folie expansionniste du dictateur. He came to the conclusion that Hitler meant war, and he wanted to do whatever he could to prevent war from happening. Politically, he was on the left, but it doesn't seem to be that his motivation was primarily political. His motivation seems to have been primarily humanitarian. 2 mois seulement après le début de la guerre, Georg Elser décide d'agir. Munich, le 9 novembre 1939, ce jour-là, Hitler a prévu un discours public dans une grande brasserie en hommage à son putsch raté de 1923. 6 weeks before his intended attempt, he started just staying behind. He worked out a routine where he would disappear to the toilet just before the place closed at night. And he started trying to chisel out some of the bricks in one of the main pillars, intending to install his explosives in their place. Dans le même temps, le résistant met au point une bombe avec un ingénieux mécanisme à retardement qui lui permet de programmer le déclenchement 140 heures à l'avance.
Quelques jours avant le discours, il place les explosifs dans le pylône central, juste derrière l'estrade où se tiendra Hitler. The problem for Elsa and for history is that Hitler wasn't there. Had Hitler been standing there when the bomb exploded, I think there's little doubt that he would have been killed. On the night of 8th of November, it was very foggy in Munich. He needed to be in Berlin for some essential sort of planning meetings with regard to the French campaign of the following spring. He couldn't fly because of the fog, so he couldn't fly back to Berlin, so he'd have to go by train, so the speech was cut short. C'est la première fois qu'un homme est si près d'anéantir le Führer. Et le dictateur doit uniquement sa survie à un gros coup de chance. Ses innombrables services sécuritaires n'ont servi à rien. So there's a fundamental breakdown evident in the security system. Georg Elser est très vite arrêté puis interrogé sous la torture. Mais ce que les nazis vont découvrir ne correspond pas du tout à leur vision de l'ennemi. The initial Gestapo investigation said this man worked alone. And Himmler read this and said, which idiot wrote this report? He simply couldn't believe that an ordinary German could even imagine that he would try and kill Hitler. The problem is, to some degree, they're always playing catch-up. They're always reactive rather than proactive. Le SD et puis Hitler sont incapables de lire cet événement pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'initiative d'un homme seul, courageux, mais restent prisonniers de catégories traditionnelles. Les nazis chassent en meute et en bande, donc les ennemis chassent en meute et en bande. Les nazis y voient l'œuvre des services secrets anglais et relaient cette version des faits dans la presse. Mais c'est la réaction d'Hitler qui surprend le plus. Au lieu de s'inquiéter, il exulte de joie. There is this sort of realization on Hitler's part, and he says, well, this is Providence protecting me for my great mission. Hitler exprime ici une pensée ancrée en lui depuis les années 1920. Il s'imagine comme une sorte d'élu dont la mission serait d'unir l'Europe autour d'un peuple pur et allemand. Et Hitler est convaincu que la nature l'a élu, ses dons de charisme, d'intelligence l'ont désigné pour être le chef de la communauté allemande et de la communauté allemande en guerre. Ce délire messianique est vu par certains spécialistes comme une preuve de sa paranoïa. Les paranoïaques sont des gens difficiles, soupçonneux, rigides, exigeants, égoïstes aussi, qui se prennent pour plus qu'ils ne sont, ou alors même ils se présentent comme bon Dieu. Tout réussit tellement à cet homme et au Reich que, à la limite, il peut se promener n'importe où dans une foule en liesse. Personne ne pourra jamais attenter à sa vie. La complexité du personnage entre démesures sécuritaires et parano messianique va empirer au fur et à mesure de la Seconde Guerre mondiale. Printemps 1940, Hitler a envahi le nord de l'Europe et attaque désormais la France. Contrairement à la campagne de Pologne, il doit se résoudre à limiter ses déplacements pour des questions de sécurité. Il se sent bien dans sa résidence du Berghof, au cœur des Alpes bavaroises. Acheté dans les années 20, ce petit chalet de montagne est le siège officieux du Troisième Reich. Alors, à partir des années 30, il est transformé en immense complexe fortifié. On avait une grosse caserne SS qui était chargée de la protection, mais il y a très peu de bunkers là-bas. Par contre, il y a beaucoup de tunnels, tout était souterrain. Ils ont creusé la montagne pour installer dans la montagne. Pour renforcer la sécurité, le secteur est entièrement réquisitionné avec brutalité par Martin Bormann, un des plus proches conseillers d'Hitler. And in fact, what happens is he uses intimidation, bribery, all sorts of tactics to get these properties. And so they demolish some of them and take over others. And they eventually push out the security zone until nobody can come anywhere near Hitler's house. It was made quite clear, you either sell up or you go to a concentration camp. And of course, most people sold up rather than avoid the inevitable.
Malgré ce déploiement de force, le Berghof, situé trop loin du front, n'est pas le quartier général idéal. Alors, Hitler ordonne des travaux titanesques au plus près des combats. 12 QG ultra sécurisés sortent de terre, dont la Tanière du Loup en Prusse, actuelle Pologne, ou le Ravin du Loup, près de Soissons en France. Hitler a fait construire des quartiers généraux dans toutes les zones que la Wehrmacht a occupées pour montrer sa force, sa puissance. Il s'installait. Vous voyez, je suis là. J'ai envahi l'Ukraine, il y a un quartier général en Ukraine. J'ai envahi la Pologne, il y a un quartier général en Pologne. J'ai envahi la France, il y a 2 quartiers généraux en France. En France, le Ravin du Loup est construit entre 1942 et 1944. La position du quartier général doit être tenue secrète coûte que coûte. Le chantier fait l'objet d'une surveillance redoutable. Absolute mania, paranoid mania, as bad as anything in Stalin's Russia. You know, total paranoia about personal security for Hitler. Les Allemands avaient mis cette technique de surveillance grâce à des moutons. Alors des moutons, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'animal qui broute paisiblement dans un pré. C'est simplement un Français qui a retourné sa veste, qui s'est mis au service de l'Allemagne. Donc ce sont des ouvriers, lambda, mais qui sont des mouchards. Alors pour surveiller les chantiers, eh bien, ces ouvriers avaient l'habitude de transmettre des fausses informations au moment du repas le midi ou de la soupe du soir, de manière à faire ami avec des gens qui auraient pu faire partie de la résistance et de les dénoncer. At a place called Wehrwolf, which was a Ford headquarters at Vinnytsia in the Ukraine, they actually executed workers after they finished building the thing. They were lined up and shot. Les QG sont de vastes ensembles faits de baraquements militaires et de bunkers. Le Ravin du Loup s'étale sur 90 km². C'est 250 000 mètres cubes de béton armé et 1500 hommes dédiés à la protection du site. Hitler was totally obsessed with the idea of being attacked by the air. He knew that the Allies had vast aerial superiority later in the war. En 1942, un bunker standard pour résister aux attaques doit faire 4 mètres d'épaisseur. Mais en 1944, Hitler s'affole. 4 mètres, ce n'est plus assez. En 1944, les Américains vont inventer ce qu'on appelle les superbombes, les Tall Boys, qui ont une capacité de perforation de 10 mètres. Donc les 4 mètres d'épaisseur sont ridicules. Donc on va augmenter la protection. Ça veut dire qu'on va créer un vide et reconstruire une épaisseur de béton supplémentaire pour arriver jusqu'à 7 mètres. Les bunkers sont recouverts de peinture et de camouflage pour les rendre invisibles depuis le ciel. On va même transplanter des arbres et fabriquer des arbres synthétiques avec des filets de camouflage pour donner du relief à tout ça de manière à l'effacer complètement du paysage. And very cleverly, at the Obersalzberg in Bavaria, because it's a valley, they had enormous smoke-generating machines, so they could fill the entire valley with thick smoke, totally obscuring the targets. So the bombers would have to do blind bombing and hopefully not hit anything sensitive. À la Tanière du Loup, en Pologne, la parano d'Hitler prend toute sa démesure. C'est son QG favori. Il y passera 800 jours durant la Seconde Guerre mondiale. À l'orée du site, des barbelés hauts de 5 mètres, des canons mitrailleurs tous les 150 mètres et des champs de mines. We have an outer ring, which is quite lightly guarded with fences and guard posts. And that's the first ring guarded by the SS where you would have any contact attempting to enter that area. And so you have to have the correct color passes and the correct stamps in it to enter even the first area of protection. Une fois passé le premier périmètre, des bâtiments pour l'armée de terre, de l'air et la marine, des logements pour les dignitaires nazis et les employés. So that's a much higher security level to enter and requiring a different pass, which is changed regularly, different passwords. Après cette zone, le cœur du QG. Un ensemble de 10 bunkers dont celui du Führer. Personne ne peut y accéder, sauf s'il y est autorisé par Hitler lui-même. Mais en 1943, on juge que tout cela n'est pas encore suffisant.
Within Zone 1, they create one special Führergebiet, which is a very, very high, tight security zone just around Hitler's bunker and a couple of other people's, right in the very, very center. So the poison yolk in the heart of the egg of protection. And it works extremely well because, no outsider is ever able to penetrate this and attempt to kill Hitler. Dans les bunkers, tout est contrôlé, à commencer par l'air qu'Hitler respire. Donc il y a une filtration poussière grâce à des filtres à grillage et ensuite l'air passe dans des filtres à charbon actif de manière à être purifié. Donc en cas d'attaque au gaz, eh bien l'air qui rentrait à l'intérieur du bunker était filtré et purifié. Quant à l'eau, elle est testée chimiquement plusieurs fois par jour. C'est une autre des multiples angoisses du dictateur parano. Et il avait peur de l'empoisonnement de l'eau qu'il utilisait, aussi bien pour se laver que pour boire. C'est pour ça que tout le système d'adduction d'eau ici est enterré à forte profondeur et dans des bunkers citernes étanches fermés par des portes blindées. Mais ce que le Führer craint plus que tout, c'est un déglaçage à l'arsenic ou une mayonnaise relevée à la mort au rat. Il est terrorisé par le poison. Alors, ce qu'il mange est cultivé dans des fermes sur place et cuisiné par des SS. Commence à délirer sur l'idée que les populations juives sont capables d'inventer des poisons à distance, ou etc., etc. Et ça va l'amener effectivement à contrôler de plus en plus sa nourriture. Of course, he knew that the kings and emperors of the past always had food tasters. It's the easiest way to kill somebody is put something in their food. And he knew the Allies had been developing all sorts of unpleasant poisons with the idea of doing such a thing. In 1942, 15 girls were basically recruited in the local area around Rustenburg in East Prussia, and they were recruited as food tasters. 1 heure avant le repas d'Hitler, 14 goûteuses testent chaque plat. Certaines filles se mettaient à pleurer lorsqu'elles commençaient à manger, tellement elles avaient peur, témoignera l'une d'entre elles des années plus tard. Elle décrit aussi un régime alimentaire strict. Hitler ne boit pas d'alcool, ne fume pas et ne mange pas de viande. Hitler va devenir végétarien, il va l'être parce que pour lui, dans la lecture raciale du monde, il y a une race bonne qui est la race aryenne qui, elle, mange les choses crues, etc. Et puis, il y a les civilisations qui ont périclité, qui, elles, passent leur temps à manger des animaux morts, si on veut dire. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une logique militante végétarienne, c'est il est malade et il en tire une conséquence générale complètement délirante. Hitler est écrasé par ses angoisses. Insomniaque, il redoute la syphilis. Et surtout, il est totalement obsédé par sa propre mort. Il faut rappeler que sa mère est morte d'un cancer et il est persuadé à plein de moments dans sa vie qu'il va mourir très rapidement d'un cancer. Donc il s'est fait traiter par des tas de médecins. Et puis finalement, il a mis dehors tous ces médecins. Et il y avait un charlatan qui... alors ça, on ne sait pas exactement ce qu'il lui a donné comme médicament, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était surmédiqué. Il était toxicomane médicamenteux, ça c'est sûr. Fin 1942, 400 000 soldats allemands meurent à Stalingrad et l'Allemagne essuie désormais défaite sur défaite face aux armées alliées. Le Führer n'apparaît quasiment plus en public. Il s'enferme dans ses quartiers généraux. Ces murs de 5 mètres d'épaisseur qui entourent le dictateur le séparent du monde extérieur et l'enferment dans ses illusions. Il n'écoute personne et ne fait plus confiance à qui que ce soit. Au sein même de l'état-major allemand, des conjurés décident d'endiguer l'hécatombe. Ce sont des gens de la droite nationaliste, généralement antisémites, xénophobes, racistes. Ce ne sont pas des gens très, très recommandables, mais ce sont des gens rationnels qui estiment que là, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Et donc, ce sont eux qui décident d'éliminer le seul obstacle, à leurs yeux, pour une paix négociée rapide, c'est-à-dire Hitler. So they wanted to do two things, kill Hitler and take power at the same time. And this was their fundamental problem. Pour tuer Hitler,
le petit groupe de conjurés militaires va devoir trouver un homme capable d'approcher le dictateur surprotégé. Ce sera le lieutenant-colonel Klaus von Stauffenberg. Ce haut gradé mutilé par la guerre a rejoint les comploteurs en réaction aux atrocités nazies. Where Stauffenberg came in was that in 1944 he was given the role of having to report directly to Hitler on preparations for the replacement army. So he was called to Hitler's presence in July of 1944. And they realized that this was a tremendous opportunity to get someone in. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg se rend à la tanière du Loup. Il cache des explosifs et un stylo déclencheur dans son attaché-caisse. Il passe les premiers checkpoints avec confiance, car il sait que la sécurité ne fouille pas scrupuleusement les officiers. They would remove their caps and they would remove their belts with their pistols and leave those outside under guard by the RSD. Then they would then enter the conference room, but at no point were their bags searched, which seems to us ridiculous. Ce jour-là, le bunker où devait se dérouler la réunion est en travaux. Stauffenberg rejoint donc Hitler dans un Algeco en bois. Il dépose la bombe contre une table, puis sort de la salle, prétextant un coup de téléphone à passer. À 12h42, la bombe explose. Stauffenberg s'enfuit pour Berlin, persuadé qu'Hitler est mort, mais la chance a encore souri au dictateur. Dans un bunker avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, tout le monde est réduit en bouillie par la bombe. Bon. Dans une baraque en bois, les murs sont soufflés, hein, et l'effet de la bombe n'est pas ce qu'il est. En plus, le manque de chance, la serviette dans laquelle la bombe est déposée a été poussée parce qu'elle gênait. Puis la table en bois du briefing était une table épaisse qui a assourdi l'effet de choc. Et Hitler s'en sort avec des contusions, des blessures légères, une affection au bras, mais il s'en sort indemne. Il faut savoir qu'il a vraiment eu de la chance. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un, voyant qu'il avait du sang dans les oreilles, qui était prêt à lui verser de l'eau dans les oreilles, ce qui aurait directement conduit à une infection et à un décès précoce. Enfin, il a vraiment enchaîné. Encore une fois, les services de sécurité ont lamentablement échoué. En pleine guerre, dans le sein des seins du quartier général le plus surveillé d'Europe, un assassin est parvenu à faire exploser une bombe. Et une nouvelle fois, contre toute vraisemblance, Hitler est euphorique. Ça dit beaucoup de sa psychologie. Hitler, au lieu de se sentir vulnérable, il voit un signe de son invulnérabilité. C'est une conviction qui est désormais plus que chevillée au corps, elle est incarnée, de telle sorte que jusqu'à la fin, jusqu'à son suicide, il n'en démordra jamais. Il est convaincu, il le dit à tout le monde, « Regardez, j'ai survécu, j'ai échappé à 38 attentats ». Ça veut bien dire qu'il y a un sens dans tout cela. Dans l'histoire, dans la nature, ma mission doit être menée jusqu'à son terme. With that, the resistance collapses. So their attempt to seize power collapses and they are finally defeated. And Stauffenberg, along with his 4 of his co-conspirators, are executed the same night in the Bendler block in the Ministry of War in Berlin. En représailles, 7000 arrestations ont lieu dans tout le pays. Les familles des complotistes sont envoyées en camp d'internement et tous les prisonniers politiques encore en vie sont assassinés. Là, on rentre dans une logique paranoïaque. On a essayé de me tuer, c'est bon. Là, vraiment, on coupe la tête à tous les résistants socialistes, communistes, etc. Et évidemment, à cette résistance conservatrice et militaire. Si Hitler se gargarise d'avoir une nouvelle fois survécu, il sort tout de même diminué physiquement de cette attaque. Côté militaire, les Alliés viennent de débarquer, l'armée rouge marche inexorablement vers l'ouest et l'Allemagne est ensevelie sous les bombes. Le 15 janvier 1945, Hitler se retranche à Berlin, 12 mètres sous terre, dans les bunkers de la chancellerie. Il avale jusqu'à 28 pilules par jour et sa santé se dégrade inexorablement. Il faut savoir que Hitler, plus la guerre avance, plus on estime qu'il développe des formes très proches de la maladie de Parkinson, des tremblements, un vieillissement prématuré. En quelques années, sa condition physique s'est détériorée.
À la fin de la guerre, il n'était que l'ombre de lui-même, hein. C'était un vieillard, alors qu'il n'avait que 50 ans. Une poignée de nazis et ses plus fidèles gardes du corps restent enfermés aux côtés d'Hitler pendant plus de 3 mois. La paranoïa ou l'hypocondrie d'Hitler va finir par dégénérer dans des hantises assez fortes. De plus en plus, il s'enferme, il n'écoute plus personne, il a des accès de rage. Et donc, pour les gens qui sont recrutés à la toute fin du régime, dans sa garde personnelle, c'est l'enfer. Le 20 avril 1945, Hitler fête son 56e anniversaire. Au même instant, les nazis fuient Berlin, encerclés par l'armée rouge. L'assaut sur le Reichstag est donné quelques jours plus tard, le 30 avril. Mais quand les Russes mettent la main sur Adolf Hitler, il est déjà mort, suicidé d'une balle dans la tête. Le suicide, au fond, c'est une manière ultime d'avoir raison. Parce que le suicide, c'est la mort que vous vous donnez à vous-même. Ce ne sont pas vos ennemis qui ont votre peau. C'est pour ça qu'il se suicide et qu'il demande à ce que son corps soit détruit. Pour que les Russes, qui sont à quelques encablures, à quelques mètres même du bunker, ne puissent pas mettre la main sur lui. Son cadavre a été brûlé par ses gardes du corps. Et Hitler laisse derrière lui un testament qui fait froid dans le dos. Il dit « Les Allemands ont mérité ce qui leur arrive ». 9 millions de morts, sous les bombardements alliés, etc. Des souffrances énormes. Et Hitler n'a pas la moindre commisération pour le peuple dont il a dit pendant 20 ans qu'il était le défenseur et le premier défenseur. Il dit « Ils ont perdu, on a perdu, ils l'ont mérité ». Et c'est terrible parce qu'il n'y a pas de remise en cause. Il continue à appliquer sa doctrine totalement darwiniste en disant « Si on a perdu, c'est que c'est un décret de la Providence ». Et d'une certaine manière, dans un narcissisme total, c'est que l'Allemagne ne m'a pas mérité. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Ses derniers gardes du corps sont arrêtés, puis emprisonnés par l'armée russe. Christian Weber, compagnon des premières heures, est capturé par les Américains. Il mourra à la suite de son arrestation. Émile Maurice, lui, écopera simplement de 4 ans de travaux forcés. Sepp Dietrich, le chef de la LSSAH, passera 14 ans en prison. Quant aux femmes séquestrées pour goûter les plats d'Hitler, elles seront toutes abattues par les soldats russes. Une seule survivra, Margot Volk, qui gardera secrète son histoire avant de tout raconter en 2013. Malgré une quarantaine de tentatives d'attentats, personne ne sera parvenu à assassiner Hitler afin de mettre un terme aux atrocités nazies. Le dictateur aura plongé l'Europe en plein cauchemar pendant 6 ans.